J'ai payé 300 000 $ pour la fête de 15 ans de ma nièce. Mes parents ont fait en sorte que mon fils Matteo regarde tout depuis la cuisine et ensuite ils lui ont donné des restes. J'ai pris mon fils et je suis parti. Un clic, et leurs comptes ont été gelés. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu écrives en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Il y a un son très particulier que font les verres en cristal de baccarat quand on les entrechoque pour un toast. C'est un son aigu, propre, presque musical. Un son qui sent l'argent ancien et les nouvelles prétentions. C'est ce son que j'ai entendu juste avant que mon cœur ne se brise pour de bon. Je m'appelle Elisa. J'ai 45 ans, je suis veuve et je travaille comme conseillère financière senior pour l'une des plus grandes firmes de la ville de Mexico. Ma vie est définie par des chiffres, des risques calculés et des marges de bénéfices, mais dans ma vie personnelle, mon bilan a toujours été dans le rouge. Et il y a exactement un an, j'étais debout dans un coin sombre du salon Monarca, à Polanco, en train de regarder ma famille dépenser mon argent pour humilier la seule chose qui compte pour moi dans ce monde, mon fils. La salle sentait un mélange enivrant de milliers de lys blancs importés et du parfum cher des dames de la haute société que ma sœur Renata appelait « ses amis intimes ». Les lumières étaient d'un ton doux, étudiées stratégiquement pour que les bijoux brillent davantage et que les rides de chirurgie se voient moins. Au centre de la piste, sous un lustre géant qui ressemblait à une cascade de diamants, se trouvait ma nièce Camilla. Elle portait une robe rose pastel, vaporeuse, incrustée de cristaux et Swarovski. Elle était magnifique, il faut le reconnaître. Elle avait l'air de la princesse que ma mère Ophélia et ma sœur avaient toujours voulu être, sans jamais pouvoir se la payer elle-même. À côté d'elle, souriant avec ce sourire étudié qu'elle met pour les photos Instagram, il y avait Renata. À son âge, ma sœur était spectaculaire, moulée dans une robe dorée qui coûtait plus cher que les frais de scolarité annuels de mon fils. Et à côté d'elle, mes parents, Ophélia, rayonnante, la poitrine gonflée d'une fierté empruntée, et Arturo, mon père, avec son expression habituelle de silence stoïque, hochant la tête à tout ce que disaient les femmes de la maison comme une marionnette de ventriloque. Tout était parfait, tout était brillant, tout était un mensonge de 300 000 $. Maman. J'ai senti un petit tirage léger sur la manche de ma robe. J'ai baissé les yeux. Matteo, mon fils de 13 ans, me regardait avec de grands yeux anxieux. Il s'était coiffé tout seul, avec trop de gel, essayant désespérément d'avoir l'air présentable pour cette famille qui le connaissait à peine. Il portait le costume bleu marine qu'on avait acheté la semaine dernière chez Liverpool. Il était un peu large aux épaules parce qu'il insistait pour le prendre une taille au-dessus pour qu'il lui aille encore quand il grandirait. « Maman, on s'assoit où ?» demanda-t-il à voix basse, comme s'il avait peur de briser la magie du moment. « Tu as vu la table d'honneur ? Tu crois qu'on sera près de grand-père ? J'ai apporté mes cartes de Yu-Gi-Oh au cas où mes cousins voudraient jouer. » J'ai senti un nœud dans mon estomac, un œuf froid, dur et ancien, que je connaissais depuis que j'étais une petite fille cherchant l'approbation de ma mère dans ses yeux vides. « On va voir ça tout de suite, mon amour. Cherche notre nom sur la liste à l'entrée, lui ai-je dit en essayant de garder une voix légère, même si mes mains commençaient à transpirer. Matteo a couru jusqu'au chevalet doré où était accroché le plan des tables, entouré de fleurs. Je l'ai vu parcourir la liste avec son index. Son sourire, ce sourire innocent qu'il avait hérité de son père David, a commencé à disparaître petit à petit, comme une bougie qui s'éteint. Son doigt descendait, descendait et descendait, passant par la table d'honneur, la table VIP famille, la table amis du collège, la table associée du club. Il est arrivé à la fin de la liste. Il s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi, confus, avec un mélange de honte et de doute. J'ai marché vers lui, mes talons résonnant sur le marbre. Là, c'était écrit. Tout au bout, écrit avec une écriture précipitée, presque comme une pensée de dernière minute ajoutée au stylo, table 18, Elisa et Matteo. J'ai cherché la table 18 dans la géographie de la salle. Elle n'était pas près de la piste de danse, ni près des fleurs, ni près de la famille. Elle était dans le coin le plus éloigné, collée aux portes battantes en métal de la cuisine, juste sous un des énormes haut-parleurs du DJ. C'était une petite table ronde, avec une nappe simple, sans le centre de table en orchidée qui décorait les autres. On aurait dit une table de punition. Ah, ai-je dit. C'est tout ce que j'ai réussi à articuler. Pourquoi on est si loin, maman ? Demanda Matteo, et sa voix trembla un peu. J'ai fait quelque chose de mal ?
C'est parce que je n'ai pas apporté de cadeau? C'est parce que mon costume est bon marché? Non, mon fils. Non, bien sûr que non. Je me suis accroupi vite pour le regarder dans les yeux, en lui remettant sa cravate de travers. C'est sûrement une erreur de logistique. Tu sais comment est ta tante Renata, elle est toujours dépassée par l'organisation. Mais ce n'est pas grave, d'accord? On est là pour fêter Camilla. On est une famille. Je mentais. Je mentais effrontément en regardant mon fils dans les yeux, parce que je savais que ce n'était pas une erreur. Avec ma famille, rien n'était une erreur. Tout était un message. Un message codé dans les humiliations. Et le message était clair. Tu paies, mais tu n'appartiens pas. Ton argent est le bienvenu, ta présence est tolérée, ton fils est invisible. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai laissé la mémoire me frapper. Je me suis souvenu du jour, 3 mois plus tôt, où j'avais signé le chèque. On était dans la salle à manger de la maison de mes parents à Cuernavaca, cette maison énorme qui sentait la cire et les gardénias. Renata pleurait. Sa scène habituelle de mère célibataire souffrante, même si son ex-mari lui versait une pension généreuse et qu'elle vivait gratuitement dans l'appartement de mes parents à Mexico. C'est que je n'y arrive pas, Elisa, sanglotait Renata en s'essuyant les larmes inexistantes avec une serviette en tissu brodé. Et Camilla rêve de cette fête depuis toujours. C'est son rêve de petite fille. Et j'ai eu tellement de dépenses, la révision de la BMW, le voyage à Cancun pour me détendre du stress d'être mère. Je n'ai pas de liquidité. Ma mère, Ophélia, m'a regardé avec cette intensité de prédatrice qu'elle réservait au moment où elle avait besoin de quelque chose. Ses yeux, d'ordinaire critiques, sont devenus faussement suppliants. Elisa, ma fille, a-t-elle dit en posant sa main sur la mienne. Sa peau était froide et sèche. Tu as un bon travail, tu t'en sors très bien. Tu es l'intelligente de la famille. David, que Dieu ait son âme, t'a laissé à l'aise avec ses économies. Tu ne peux pas aider ta sœur? C'est pour le sang. Le sang appelle le sang. J'ai hésité. J'hésitais toujours. Je savais que c'était de la manipulation. Mais j'ai pensé à Matteo. Depuis que David était mort 3 ans plus tôt, dans ce foutu accident sur la route de Cuernavaca, Matteo était très seul. Il n'avait pas de cousin de son âge, sauf Camilla. Mes parents le visitaient à peine, ils étaient toujours trop fatigués ou trop occupés avec les événements mondains de Renata. Je travaillais toute la journée pour nous maintenir et pour remplir le vide immense que David avait laissé dans cette maison silencieuse. Matteo avait besoin de sentir qu'il faisait partie de quelque chose de plus grand. Il avait besoin de grands-parents, il avait besoin de racines. D'accord, ai-je dit ce jour-là, en sentant le poids de la décision. Je paierai le salon, le banquet et la musique, mais à une condition. Renata a arrêté de pleurer instantanément. Ses yeux ont brillé de cupidité. Laquelle? Je veux que Matteo fasse partie de la cour d'honneur. Je veux qu'il soit un des chambelanes. Je veux qu'il se sente inclus, maman. Qu'il se sente important. Qu'il soit à la table d'honneur avec vous et qu'il apparaisse sur les photos officielles. Ophélia a souri. Un grand sourire, montrant toutes ses dents parfaites. Un sourire de requin. Mais bien sûr, ma fille, évidemment. On ne pose même pas la question. Matteo est mon petit-fils. Il sera le chambellan principal. Il entrera au bras de Camilla. Il sera superbe en smoking. Renata a hoché la tête avec enthousiasme. Je te le promets, petite sœur. Matteo sera la star aux côtés de Camilla. Ce sera sa soirée à lui aussi. J'ai sorti mon chéquier, j'ai écrit le montant, 300 000 $. C'était une partie importante de mes économies, de l'argent que j'avais gardé pour l'université de Matteo, mais j'ai pensé que j'investissais dans quelque chose de plus précieux qu'une inscription, dans son sentiment d'appartenance, dans son identité. J'ai donné le chèque à Renata. Elle l'a pris si vite qu'elle a failli me couper le doigt avec le papier. Et maintenant, 3 mois plus tard, j'étais debout sous un haut-parleur assourdissant, en regardant la table d'honneur remplie d'étrangers. Matteo n'était pas chambellan. 2 semaines avant la fête, Renata m'avait appelé avec une voix détachée. Va, Elisa, je suis désolé. En fait, Camilla avait déjà prévu avec ses amis du club de sport. Tu sais, ce sont des garçons plus grands, de 15 et 16 ans, blonds, grands. Matteo est trop petit, il aurait l'air bizarre entre eux. Il gâcherait les photos. Tu sais comment est l'esthétique Instagram.
Mieux vaut qu'il vienne comme invité normal. Oui, comme ça il profite plus et il ne stresse pas. Je me suis avalé ma rage. D'accord, ai-je dit en me sentant petite. Mais pour la table, on est toujours d'accord? Oui, oui, bien sûr, table d'honneur, a-t-elle répondu vite avant de raccrocher. J'ai regardé vers la piste. Les chambelanes entraient. Il y avait 6 garçons grands, à la peau claire, en costume sur mesure. Le chambellan principal, celui qui tenait Camilla par le bras, était le fils d'un député local, un garçon au double nom de famille et au sourire de publicité. Matteo regardait la scène depuis notre coin sombre. Ses épaules étaient tombantes. Ses mains jouaient nerveusement avec le bord de sa veste bon marché. « Ils sont beaux, hein » dit Matteo à voix basse, avec une tristesse qu'aucun enfant de 13 ans ne devrait connaître. « Toi, tu es encore mieux, mon amour. Toi, tu as un cœur, lui ai-je dit en caressant ses cheveux pleins de gel. Mais mon cœur à moi brûlait. Il brûlait avec la rage de 1000 soleils. J'avais payé pour ça. J'avais acheté cette fantaisie avec mon travail, avec mes nuits blanches, avec l'argent que David et moi avions économisé dollar par dollar, et on nous avait relégués dans le coin des oubliés, à côté des poubelles de la cuisine. La fête avançait avec la précision d'une montre suisse. Si la montre avait été faite de vanité et d'humiliation calculée. Le bal familial a commencé. Le DJ a annoncé avec sa voix de présentateur radio. Et maintenant, la belle fêtée va danser avec les piliers de sa vie. D'abord, elle a dansé avec son père absent, qui était miraculeusement apparu pour l'occasion. Renata lui avait sûrement promis un bar ouvert. Ensuite, avec mon père Arturo, qui bougeait avec raideur, ses yeux cherchant l'approbation de ma mère à chaque pas. Puis avec un oncle éloigné qui avait de l'argent. J'ai attendu. Matteo s'est redressé sur sa chaise en métal, ajustant sa cravate. Je savais qu'au fond de son cœur innocent, il espérait qu'on l'appelle. Et maintenant, une danse spéciale avec les cousins. Peut-être qu'il avait répété quelques pas à la maison devant le miroir, mais la musique a changé brusquement. Le reggaeton a commencé à plein volume. La piste s'est remplie d'adolescents qui sautaient et criaient. Le moment, familial, était terminé. Personne n'a appelé Matteo. Personne n'a jeté un regard vers notre coin. « Tu veux aller à la table de bonbons, mon fils ?» lui ai-je demandé en essayant de le distraire de sa déception. « J'ai vu qu'ils ont les chips que tu aimes, celles très piquantes, et des fontaines de chamois. » Les yeux de Matteo se sont un peu éclairés, retrouvant un léger éclat d'enfance. « Oui, j'ai faim. On n'a rien mangé depuis le matin parce que tu as dit qu'il y aurait un banquet. » Je lui ai donné un billet de 5 cents, même si tout était gratuit, parce que c'est moi qui avais déjà tout payé. « Vas-y, prends ce que tu veux. Ramène-moi aussi des chocolats. Amuse-toi. » Je l'ai vu marcher vers la table de bonbons. C'était une structure impressionnante, montée comme un château de Disney, avec des fontaines de chocolat, des tours de macarons français et des sachets de chips, gourmets, personnalisés avec les initiales de Camilla en doré. Matteo s'est approché timidement en évitant les serveurs. Il y avait un groupe de filles, des amies de Camilla, en train de rire près de la fontaine de chocolat. Elles avaient l'air de mannequins de magazine, avec leurs robes courtes et leur coiffure parfaite de salon. Matteo a tendu la main pour prendre un sachet de chips. Juste un sachet. À ce moment précis, Renata est apparue comme si elle s'était téléportée. Elle était à une dizaine de mètres, mais j'ai vu le moment exact. J'ai vu le visage de Renata se tordre de dégoût. Je l'ai vu poser sa main, avec ses ongles acryliques rouges, longs comme des griffes, sur le bras de Matteo. Ce n'était pas un geste doux, c'était une prise ferme. Je me suis levé de ma chaise, l'instinct maternel hurlant dans ma tête, renversant mon propre verre d'eau. Je me suis approché assez pour entendre, en me cachant derrière une colonne décorée de lyres artificielles. « Attends, Matteo » a dit Renata. Sa voix n'était pas un cri, c'était ce ton sifflant et venimeux qu'elle utilisait quand elle voulait faire mal sans laisser de marque physique. Matteo s'est figé, le sachet de chips à mi-chemin. Ses yeux se sont ouverts de peur. « Oui, tante. Celles-là sont pour les invités principaux. Tu ne vois pas qu'elles peuvent manquer ?» dit Renata en lui arrachant le sachet de la main avec violence. « Laisse d'abord les amis de Camilla, les gens du club et les gens importants se servir. Toi, tu pourras prendre après, s'il reste quelque chose. Ne sois pas. » Le mot est tombé comme une pierre lourde au milieu de la fête. C'est un mot qui,
au Mexique, est une arme nucléaire. Un mot qui ne veut pas seulement dire « mal élevé ». Ça veut dire indigne, inférieur, sale, de basse classe. Ça veut dire que tu n'appartiens pas à leur monde brillant, que tu es une tache dans leur décor parfait. J'ai vu le visage de Matteo devenir rouge, un rouge profond et douloureux qui montait de son cou jusqu'à ses oreilles. Les amis de Camilla, qui avaient tout entendu, ont laissé échapper des petits rires cruels, en se couvrant la bouche avec leurs mains manucurées. Camilla, ma nièce, la petite à qui j'avais acheté ses premières chaussures orthopédiques, a regardé son cousin avec un mépris total et s'est retournée, en secouant ses longs cheveux, en riant avec ses amis. « Je suis désolé, Tata », a murmuré Matteo en baissant la tête, vaincu. Je retourne à notre table. Je gêne ici. J'ai l'air mal placé, là, debout. Renata a terminé. Va à ta table. Allez, tu déranges ici. Matteo a fait demi-tour et est revenu vers notre coin, recroquevillé sur lui-même, essayant de devenir petit, invisible, souhaitant disparaître. J'avais du mal à respirer. C'était la même sensation que j'avais eue des années plus tôt, à ma propre remise de diplôme, quand j'avais cherché mes parents qui ne sont jamais venus. La même sensation qu'au enterrement de David, quand Renata m'avait demandé d'abord des détails sur l'assurance avant même de me dire « condoléances ». Je suis revenu à la table avant que Matteo n'arrive, en faisant semblant d'être calme. Il s'est assis et a commencé à déchirer sa serviette en papier en minuscules morceaux. « Je n'ai pas faim de toute façon, maman », m'a-t-il dit sans me regarder, avec la voix cassée. Ces chips avaient l'air rances. « Oui, mon amour. » Elles étaient sûrement rances, lui ai-je répondu en lui caressant le dos, sentant ses omoplates tendues. Ma main tremblait, non pas de tristesse, mais d'une nouvelle adrénaline froide. L'heure du dîner est arrivée. L'odeur de la crème de noix et du filet mignon à la sauce au Porto a rempli la salle. Les serveurs, avec leurs gilets noirs impeccables, ont commencé un ballet synchronisé en servant les tables. J'ai vu comment ils servaient la table d'honneur. J'ai vu comment ils servaient les amis du député. J'ai vu comment ils servaient même la table des photographes et celle du DJ. À notre table, la numéro 18, il ne se passait rien. 10 minutes. 15, 20. Les assiettes des autres tables commençaient à se vider. Un serveur est passé près de nous avec une carafe d'eau. Je l'ai arrêté en lui attrapant le bras. « Jeune homme, excusez-moi, on ne nous a pas servi. » Ils ont sauté cette table. Le garçon m'a regardé, il a vérifié une liste dans sa poche et a froncé les sourcils. Son visage est devenu rouge de honte pour nous. « Madame, excusez-moi, c'est que cette table n'est pas sur la liste du service du dîner. On m'a dit que c'était une table de débordement, seulement pour s'asseoir, pas pour le banquet complet. Je n'ai pas de couvert pour vous. » Je me suis levé. La chaise a grincé sur le sol en marbre comme un cri de guerre. « Attends ici, Matteo. » J'ai marché vers la table principale. Mes pas étaient fermes. Je me fichais déjà de ce que les gens allaient dire. Je me fichais de la paix. J'ai trouvé Ophélia, en train de recevoir les félicitations d'une dame engoncée pour « l'élégance » de tout. « Maman », ai-je dit en l'interrompant sans aucune politesse, ma voix tranchante. « J'ai besoin de te parler. Maintenant. » Ophélia s'est excusée auprès de son amie avec un joli sourire faux et s'est tournée vers moi, son visage se transformant instantanément en masque d'agacement. « Qu'est-ce que tu veux encore, Elisa ? Tu es en train de faire une scène ? Les gens nous regardent. On ne nous a pas servi le dîner. Le serveur dit qu'on n'est pas sur la liste. Maman, j'ai payé 300 000 $ pour ce repas. Je veux que mon fils mange, maintenant. » Ophélia a poussé un long soupir théâtral, comme si je lui demandais de me donner un rein. « Va, Elisa, par pitié. Il y a eu une erreur de calcul avec le traiteur. Plus d'invités que prévu sont venus. Les associés de ton père ont amené leurs femmes sans prévenir. On ne pouvait pas les laisser sans dîner. Ce sont des gens importants pour les affaires d'Arturo. Et vous avez décidé de laisser votre petit-fils sans dîner. L'enfant qui a payé le filet que tu es en train de manger. » Baisse la voix, a-t-elle sifflé, en me saisissant le bras avec force. Ses ongles se sont plantés dans ma peau. Ne sois pas égoïste. C'est la soirée de Camilla. On ne va pas la gâcher parce que toi et l'enfant avez faim. En plus, elle a montré la porte de la cuisine, où le personnel entrait et sortait avec les poubelles. Il y a plein de nourriture en plus du menu enfant dans la cuisine.
Il reste des spaghettis des petits. Matteo peut aller là-bas. J'ai dit au chef de lui donner une assiette. Il peut manger tranquillement avec le personnel, au comptoir de service. Comme ça, il ne dérange pas ici dehors. On doit enlever la table 18. De toute façon, ils vont ouvrir la piste et elle bloque le passage. Je suis resté paralysé. J'ai eu l'impression que le temps s'arrêtait et que le bruit de la fête devenait un bourdonnement lointain. Tu veux que mon fils mange dans la cuisine? Avec les serveurs? Des restes? Ophélia m'a regardé avec ses yeux froids, les mêmes que j'avais vus toute ma vie me regarder avec déception parce que je n'étais jamais assez. Et alors? Il a faim, non? Qu'il mange où il peut. De toute façon, tu connais le proverbe. Les domestiques mangent après. Elle a ajusté son collier de perles, celui que mon père lui avait offert avec mes primes de Noël. Puis elle s'est tournée pour porter un toast. Je suis resté là à regarder son dos. Les domestiques mangent après. J'ai regardé vers l'entrée de la cuisine. Matteo était là. Il s'était levé parce qu'un serveur était en train de plier notre table sous son nez. Il se tenait contre le mur, serrant sa veste contre lui comme un bouclier. Un serveur s'est approché de lui avec une assiette en plastique blanc. J'ai vu ce qu'il y avait dessus, même de loin. Ce n'était pas du filet, c'était un tas de spaghettis rouges froids, collants, et une escalope de poulet coupée en deux. Les restes. Et j'ai vu mon fils, mon garçon bon, noble, qui ne se plaignait jamais, prendre l'assiette. Il allait la manger parce qu'il avait faim et parce que sa grand-mère, la matriarche qu'il adorait, l'avait condamné à manger les restes dans la cuisine pendant qu'elle buvait le vin que j'avais payé. J'ai regardé la table d'honneur. Renata était en train de trinquer au champagne. Elle m'a vu regarder Matteo. Elle m'a vu voir l'assiette de reste. Et elle a souri. Elle a levé son verre vers moi dans un toast silencieux et moqueur. « Mais tu as perdu, petite sœur » disaient ses yeux. « Toi, tu paies, moi je brille, et ton fils est une poubelle. » À cet instant précis, l'Élisa qui cherchait l'approbation est morte. La fille obéissante est morte et quelqu'un d'autre est né. Quelqu'un qui se rappelait qu'elle avait les clés du royaume. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas renversé de table comme dans les telenovelas. C'est ce qu'elles attendaient de moi, du drama émotionnel, des larmes qu'elles pourraient mépriser, consoler faussement, puis ignorer pour continuer à me piétiner. À la place, j'ai senti un calme absolu, une clarté cristalline, comme l'air de la montagne après une tempête. C'était le silence avant le tremblement de terre. Je suis allé vers la cuisine. Mes pas résonnaient fermement sur le marbre. Je suis arrivé là où était Matteo. Il avait la fourchette en plastique à mi-chemin de la bouche, avec un peu de spaghettis froids qui pendaient. Il m'a vu et ses yeux se sont remplis de honte. « Pardon, maman » a-t-il murmuré en baissant l'assiette. J'avais très faim. Je ne voulais pas te déranger. Je lui ai pris doucement l'assiette des mains et je l'ai posée sur un plateau à déchets qu'un serveur emportait. « Ne t'excuse jamais, mon amour. Ne t'excuse jamais parce que tu as faim, et ne t'excuse jamais d'exister, lui ai-je dit. » Ma voix sonnait étrange, métallique. On s'en va. On rentre. Mais le gâteau, et la fin. La fête est finie pour nous, Matteo. On s'en va. Je lui ai pris la main. Je l'ai serré fort, lui transmettant toute la sécurité que je pouvais. On a traversé toute la salle vers la sortie. On est passé juste devant la table d'honneur. Renata m'a vu. Son sourire s'est agrandi. Elle a chuchoté quelque chose à Ophélia, et les deux ont laissé échapper un petit rire. Elle pensait que je partais vaincu. Elle pensait que j'allais rentrer à la maison pleurer comme toujours. Elle pensait qu'elles avaient gagné une manche de plus dans leur jeu sadique. Combien Elisa peut-elle supporter? Arturo, mon père, était en train de couper son filet. Il n'a même pas levé les yeux. Ce silence, ce foutu silence complice de mon père m'avait toujours fait plus mal que les cris de ma mère. Lui, il voyait, il savait, et il se taisait. On est sorti par les grandes portes vitrées. Le voiturier a couru chercher ma voiture. Pendant qu'on attendait sur le trottoir froid de Polanco, j'ai sorti mon téléphone. L'écran brillait dans l'obscurité de la nuit. 23h45. J'ai déverrouillé le téléphone. Mes doigts bougeaient tout seuls. J'ai ouvert l'appli de la banque, Banca Privada Patrimonial. J'ai mis mon empreinte digitale. L'appli s'est ouverte sur un résumé de compte.
Ce n'étaient pas mes comptes, c'étaient les leurs. Il y a 5 ans, mon père avait fait un AVC. Cette période avait été terrifiante. Il avait perdu la mobilité du côté gauche et la parole pendant des mois. Dans ce moment de vulnérabilité, et après avoir découvert que Renata avait essayé de falsifier un chèque, pour dépenses d'urgence, pendant qu'il était en soins intensifs, mon père avait eu un moment de panique lucide. Il m'avait appelé à l'hôpital, la bouche tordue, les larmes aux yeux, en me suppliant. « Elisa, toi, tu es la bonne, l'honnête. Protège l'argent. Ta sœur va nous mettre à la rue. Elle est capable de tout. » Le lendemain, on avait signé devant notaire une procuration générale très large pour plaider et encaisser, et pour acte d'administration et de disposition. Il m'avait fait co-titulaire et mandataire légal de tous ses comptes d'investissement, fonds de retraite et comptes courants, tout son patrimoine. Pour les urgences, avait-il dit, pour nous protéger de nous-mêmes. Pendant 5 ans, je n'avais pas touché un centime, au contraire, j'avais déposé, j'avais géré le portefeuille, j'avais fait fructifier l'argent dans des fonds indiciels, je payais leurs impôts. Ils vivaient confortablement grâce à ma gestion gratuite. Renata vivait confortablement grâce à eux. J'ai regardé le solde sur l'écran. Un fonds de retraite et d'épargne familiale, 8 473 520 $. 8 millions. Toute une vie d'économie de mon père, plus les héritages de ma grand-mère, plus les rendements que je leur avais générés. C'était leur filet de sécurité, la source des voyages d'Ophélia et de l'entretien de Renata. Mon doigt s'est posé sur le menu « Options ». Configuration du compte. Sécurité. Il y avait une option que la banque avait récemment mise en place pour protéger les personnes âgées contre les fraudes et abus. Une option que, en tant qu'administratrice légale, je pouvais activer instantanément si je détectais des comportements étranges ou des dépenses douteuses. J'ai pensé aux 300 000 $ qu'ils avaient dépensés en une nuit pour nourrir l'ego de Renata. J'ai pensé à l'assiette de spaghettis froids dans les mains de mon fils. J'ai pensé aux mots qu'elle avait utilisés contre lui. J'ai pensé au rire de Renata. L'activité suspecte détectée, ai-je murmuré dans l'obscurité. Abus financiers par des tiers non autorisés. Dilapidation de patrimoine sénile. J'ai appuyé sur le bouton rouge virtuel. Bloquer tous les comptes et cartes associés. L'appli m'a demandé une confirmation. Êtes-vous sûr? Cela stoppera toutes les transactions, prélèvements automatiques et retraits au distributeur jusqu'à ce que le titulaire autorisé, vous présentiez à votre agence pour clarifier la situation. J'ai regardé Matteo, qui était en train de shooter une petite pierre sur le trottoir, si petit et si triste dans son costume trop grand. Oui, je suis sûr. Clic. L'écran a affiché un cercle de chargement pendant 2 secondes. Les 2 secondes les plus longues de ma vie. Puis une petite coche verte est apparue. Le compte gelé avec succès. Alerte de fraude activée. À cet instant, toutes les cartes de crédit American Express et Visa d'Ophélia et d'Arturo, plus les extensions illimitées qu'ils avaient données à Renata, sont devenues de simples morceaux de plastique inutiles. Leurs virements programmés se sont arrêtés. Leur accès à la banque en ligne a été révoqué. S'ils essayaient de payer le voiturier ou le pourboire des serveurs, la machine allait dire « Refusez, contactez votre banque ». Le voiturier a amené ma voiture. Je lui ai donné un bon pourboire de 2 cents $. On est monté dans la voiture. Le silence était lourd, mais pas oppressant. C'était le silence de la libération. « Maman », a dit Matteo pendant qu'on rejoignait le trafic. « Tu es en colère contre moi ?»« Non, mon amour », ai-je répondu en démarrant avec force. « Je suis fier de toi. Tu t'es comporté comme un gentleman, beaucoup plus que ton grand-père. »« J'ai très faim », a-t-il avoué à voix basse. J'ai souri. Un vrai sourire, féroce, plein de dents. « Tu aimes les tacos al pastor ?»« Oui. »« On va à El Khalifa. Je vais te payer tous les tacos que tu veux, avec de l'ananas, de la sauce, de tout, et un grand soda. » Pendant que je m'éloignais de Polanco, mon téléphone a vibré. C'était une notification du groupe WhatsApp, Familia Unida. Un nom ironique que Renata avait choisi. Ils étaient sûrement en train de poster les photos du gâteau. Ou bien la carte de ma mère venait déjà d'être refusée quand elle avait essayé de payer une bouteille de champagne en plus. Je me suis arrêté à un feu rouge. J'ai écrit un seul message. Je n'avais pas besoin de les insulter, ni de leur expliquer. Ils allaient bientôt comprendre le langage de l'argent,
puisque c'était le seul qu'il parlait. J'ai écrit. La fête est finie, et je suis sorti du groupe. J'ai bloqué le groupe. On est arrivé à la taqueria. On a commandé 20 tacos. Matteo a mangé avec plaisir, en riant quand il a taché sa cravate de sauce rouge. Ce n'est pas grave, mon fils, lui ai-je dit en lui essuyant le menton. Ce costume ne sert plus à rien, il est taché de mauvais souvenirs. On t'en achètera un nouveau pour une occasion qui en vaudra vraiment la peine. Cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé, sans pilule, sans pleurer. Mais à 6 heures du matin, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de nuit, et il ne s'est plus arrêté. La tempête avait commencé. Le téléphone vibrait contre le bois comme un animal en cage essayant de s'échapper, menaçant de faire tomber la lampe. 6h30, maman. Appel rejeté. 6h32, maman. Rejeté. 6h35, Renata. Rejeté. 6h40, papa. Rejeté. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre en soie et je suis allé à la cuisine préparer du café. Pendant que l'odeur du café de Ola remplissait mon appartement dans la Colonia Roma, j'ai regardé l'écran de mon téléphone. On aurait dit un sapin de Noël de notifications rouges. 110 appels manqués. 45 messages vocaux. Des centaines de WhatsApp. C'était lundi matin. J'ai laissé Matteo dormir un peu plus. J'ai décidé qu'il n'irait pas à l'école aujourd'hui. Il méritait une journée de santé mentale après la veille. Et je ne voulais pas qu'il soit seul si quelqu'un décidait d'apparaître à l'école. Je me suis assise avec ma tasse fumante et j'ai décidé d'écouter un message, juste un, par curiosité morbide, pour mesurer la température de l'enfer. J'en ai choisi un d'Ophélia, de 7h15. Elisa, qu'est-ce qui se passe? Je suis à la station-service et la carte ne passe pas. Le pompiste me regarde comme si j'étais une délinquante. Arrange ça tout de suite. Tu m'humilies devant les gens. Je suis ta mère. J'ai souri. J'ai pris une gorgée de café. Apparemment, la honte changeait vite de camp. Message suivant. Renata, 7h30. Sa voix distillait un venin pur. Les idiotes. J'ai essayé de payer le petit déjeuner de l'hôtel des amis de Camilla et la carte a été refusée. Ils disent que le compte est bloqué pour fraude. Qu'est-ce que tu as fait? Débloque. Maintenant. Camilla est en train de pleurer parce que ses amis se moquent d'elle. Tu vas payer pour ça. Ah, la douce musique du désespoir. À 9h, la sonnette de mon appartement a retenti. Ce n'était pas une sonnerie normale. C'était un doigt collé sur le bouton, suivi de coups furieux sur la porte en bois massif. Poum, poum, poum. Elisa, ouvre la porte. Je sais que tu es là. C'était Renata. J'ai soupiré. J'ai posé ma tasse dans l'évier. Je suis allé vers la porte, mais avant d'ouvrir, j'ai regardé le couloir des chambres. Matteo était là, la tête passée par l'embrasure de sa porte, avec de grands yeux effrayés. Il portait son pyjama Star Wars, les cheveux en bataille. Va dans ta chambre, Matteo, lui ai-je dit doucement mais fermement. Mets ton casque. Joue aux jeux vidéo à fond. Ne sors pas, quoi qu'il arrive. Il a hoché la tête et a couru dans sa chambre, mais il n'a pas fermé la porte complètement. Du coin de l'œil, j'ai vu qu'il restait collé au cadre, son téléphone dans la main. J'ai pris une grande inspiration, j'ai enlevé le verrou et j'ai ouvert la porte. La trinité profane était là. Ophélia, avec le maquillage coulé et la même robe que la veille, mais froissée et tachée de vin. Arturo, pâle et en sueur, une main sur la poitrine comme s'il manquait d'air. Et Renata, qui ressemblait à une furie sortie de l'enfer, les yeux injectés de sang, les cheveux en désordre. Ils sont entrés en me bousculant, envahissant mon salon comme une armée d'occupation. « Tu es folle, Elisa » criait Renata, la voix brisée. On est à sec, on ne peut même pas payer l'Uber pour rentrer. On a dû emprunter au gardien. Bonjour à vous aussi, ai-je dit en croisant les bras, m'adossant au chambranle de la cuisine pour bloquer l'accès au reste de l'appartement. Ma fille, s'il te plaît, dit Arturo, d'une voix tremblante, essayant de jouer au gentil policier. La banque dit que c'est toi qui as demandé le blocage. Ils disent qu'il y a une enquête pour abus de confiance. Pourquoi? Pourquoi tu nous fais ça? On est ta famille. J'ai regardé mon père,
l'homme qui avait vu ses proches m'envoyer à la cuisine et qui n'avait rien dit. L'homme qui choisissait toujours le chemin de la moindre résistance. Parce qu'il y a bien eu un abus, papa. Un abus de 300 000 $ pour une fête où vous avez traité mon fils, votre petit-fils, comme un chien errant. Un abus de ma confiance et de mon argent. Ophélia a fait un pas vers moi, son index pointé sur mon visage, tremblant de rage. Ne mélange pas les choses. L'argent est à nous. Toi, tu n'es que l'administratrice. C'est du vol. Je vais te dénoncer à la police. Je vais te mettre en prison. J'ai lâché un rire sec. Dénonce-moi, maman. La procuration que vous avez signée chez le licencié Pérez dit très clairement que je peux prendre toute mesure pour protéger le patrimoine si je considère qu'il est dilapidé. Dépenser une fortune dans une fête, puis essayer d'utiliser les cartes de crédit pour payer des hôtels de luxe pour les copines ivres de Renata, c'est de la dilapidation. La banque est d'accord avec moi. Ils ont déjà vu les dépenses. Renata a essayé de se jeter sur moi, mais Arturo l'a retenu par la taille. Tu es une frustrée jalouse, a craché Renata avec de la mousse au coin de la bouche. Tu as toujours été jalouse de moi, jalouse parce que je suis belle, parce que je suis heureuse, parce que papa et maman m'aiment plus que toi. Tu es aigre parce que ton mari est mort. Ce n'est pas de la jalousie, Renata. C'est du dégoût, lui ai-je répondu calmement en la regardant droit dans les yeux. Du dégoût de voir comment tu parasites de vieux. Du dégoût de voir comment tu élèves ta fille pour qu'elle soit aussi vile que toi. Du dégoût de ce que tu es. Ça l'a brisé. Le masque de grande sœur supérieure est tombé, et la vraie Renata est sortie, la Renata de la rue, violente, celle qui avait appris des trucs à ses petits copains délinquants que mes parents faisaient semblant de ne pas voir. Ta gueule, a-t-elle hurlé, si fort que les vitres ont vibré. Tu n'es personne, tu n'es qu'une caissière glorifiée. Qui t'a donné le droit de gérer l'argent? Tu ruines tout. Elle s'est approchée de mon visage, ignorant mon père qui la tirait par le bras avec désespoir. Son haleine sentait l'alcool rance de la veille. Tu te crois trop intelligente, hein? Tu te crois intouchable parce que tu as l'argent maintenant. Mais écoute bien, Elisa. Tu ne sais pas avec qui tu t'embarques. Je ne suis pas la gentille fille que tu crois. Elle a baissé la voix jusqu'au murmure guttural, mais assez fort pour que tout le monde l'entende dans le silence tendu du salon. Tu es un poids mort. Tu l'as toujours été. J'aurais préféré que ce soit toi qui meures dans cet accident, à la place de David. En fait, il l'a cherché. Il s'est mêlé de mes affaires. Le temps s'est arrêté. Un silence absolu est tombé sur la pièce. Un silence lourd, dense, étouffant. J'ai regardé Ophélia. Son visage était blanc comme du papier. Ses yeux se sont écarquillés et ont dérivé vers la fenêtre, fuyant mon regard à tout prix. J'ai regardé Arturo. Il a baissé la tête vers ses chaussures, les yeux fermés très fort, comme s'il voulait disparaître. Ils avaient entendu. Ils avaient entendu Renata dire, il l'a cherché pour s'être mêlé de mes affaires, et il n'avait rien dit. Pain, Renata, tais-toi. Pain, qu'est-ce que tu racontes? Rien. Leur silence était une confirmation plus bruyante que n'importe quel cri. C'était la pièce qui manquait au puzzle. Qu'est-ce que tu as dit, ai-je demandé. Ma voix était à peine un fil, tandis qu'un froid mortel me parcourait le dos. Quelles affaires? Renata sembla réaliser ce qu'elle venait de dire. Elle recula d'un pas en clignant des yeux, comme si elle sortait d'une transe de colère. Son visage passa de la fureur à la peur en une seconde. Rien, dit-elle rapidement en bégayant. J'ai dit, que c'est lui qui conduisait mal, que c'était sa faute. Qu'il se mêlait de tout. Je n'ai pas dit. Tu as dit qu'il s'est mêlé de tes affaires. Et qu'il l'a cherché. Tu es folle. Tu entends des choses. Débloque les comptes ou je te jure que je brûle cet immeuble avec vous dedans, hurla-t-elle en essayant de reprendre l'offensive, mais sa voix tremblait. Je suis allé vers la porte et je l'ai ouverte en grand. Dehors, ai-je dit. Sortez de chez moi, maintenant. Ou j'appelle la police et je leur montre toutes les alertes de fraude de vos cartes, et je signale cette menace. Ophélia a tiré Renata avec une force étonnante. On s'en va, ma fille. On s'en va. Elle est hystérique. On parlera à l'avocat. Ne dis plus rien. Ils sont sortis en vrac, trébuchant, en m'insultant, jusqu'à ce que la porte de l'ascenseur se referme.
J'ai fermé la porte. J'ai mis le verrou, j'ai mis la chaîne. Je me suis appuyé contre le bois en tremblant, non pas de peur, mais d'une terrible compréhension. David n'était pas mort dans un accident. Renata savait quelque chose, et mes parents. Mes parents savaient qu'elle savait, et ils m'avaient caché ça pendant 3 ans. Maman. J'ai levé la tête. Matteo était dans l'embrasure de sa chambre, avec son téléphone à la main. Son visage était pâle, ses yeux remplis de larmes. « Tu as entendu, mon fils ?» lui ai-je demandé, voulant le protéger mais sachant qu'il était trop tard. « Oui » a-t-il dit. Il a levé son téléphone, montrant l'écran avec l'enregistrement vocal en cours. Et j'ai enregistré. J'ai tout enregistré. Depuis le moment où ils sont entrés en criant. Je me suis approché de lui et je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai serré si fort que j'ai senti ses côtes. Je respirais l'odeur de ses cheveux d'enfant. Bien joué, Matteo. Vraiment bien joué. Tu es très courageux. J'ai pris le téléphone de ses mains. J'ai lancé l'audio. La voix de Renata se faisait entendre clairement, cristalline, pleine de haine. J'aurais préféré que ce soit toi qui meures à la place de David. De toute façon, il l'a cherché, pour s'être mêlé de mes affaires. J'ai regardé mon fils. Tu as fait ce qu'il fallait, mon amour. Maintenant, maman doit faire un voyage. Tu vas rester avec Tata Patty. Tu vas où? Chez les grands-parents, à Cuernavaca. Il y a quelque chose au grenier que j'ai besoin de trouver. Et il y a des questions qui ont besoin de réponses. Ça concerne papa. Oui. Ça concerne tout. Il ne s'agissait plus d'une fête. Il ne s'agissait plus de 300 000 $. Maintenant, c'était une affaire de sang. J'ai laissé Matteo chez ma meilleure amie, Patricia, dans la Colonia Condesa. Patricia est journaliste d'investigation au journal Reforma, une femme dure qui fume trop, boit du café noir, et n'a peur de rien. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et que je lui ai fait écouter l'enregistrement de Matteo, son visage s'est durci. Ses yeux de reporter ont brillé avec ce mélange d'inquiétude et d'odeur de scandale. « Laisse-moi le gamin, Elisa. Ici, il sera en sécurité. Personne ne rentre chez moi sans que je le sache. Va à Cuernavaca et fais attention. Si ce qu'on soupçonne est vrai, ta sœur n'est pas juste une fille pour y gâter. Elle est dangereuse. Et tes parents sont complices. » J'ai conduit vers Cuernavaca, les mains serrant le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le trajet de 2 heures sur l'autoroute m'a paru interminable. Chaque virage me rappelait David. C'était la route où il était mort. Je suis passé par le virage de La Peura, avec un frisson. C'était là. Ou plus loin. Je suis arrivé à la maison de mes parents à midi. Le soleil brillait fort, ironie cruelle. Je savais qu'ils étaient encore à Mexico, probablement dans les bureaux de la banque, en train d'essayer vainement de convaincre un directeur de débloquer les comptes ou de chercher un avocat pas cher. La maison, dans ce qu'on appelle la ville de l'éternel printemps, m'avait toujours paru une forteresse. Des muraux, des bougainvilliers couvrant les grilles, un immense jardin avec piscine que personne n'utilisait. J'ai utilisé ma clé, celle qu'ils ne m'avaient jamais demandé de rendre parce que, pour eux, j'étais sans importance, invisible. Je suis entré. La maison était silencieuse, avec cette odeur particulière de produits pour le sol, d'humidité et de fleurs fanées. Je suis monté directement au grenier. Le débarras était un espace sous le toit, étouffant, auquel on accédait par un escalier pliant dans le couloir. Il était plein de poussière et de souvenirs que mes parents préféraient oublier, mais pas jeter. Il y avait des cartons d'ornements de Noël de 1995, de vieilles valises en cuir, des meubles cassés et des vêtements démodés. J'ai commencé à chercher. Il faisait une chaleur écrasante. La sueur coulait dans mon dos. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je savais que Renata et ma mère étaient des collectionneuses. Elles gardaient tout, papier, reçus, lettres. Ma mère avait une obsession pour l'archive familiale. J'ai trouvé une boîte en plastique transparent dans un coin, sous une pile de vieux magazines Ola des années 90. Elle avait une étiquette écrite avec la belle écriture cursive parfaite de ma mère, Elisa aux documents scolaires. Et à côté, une autre boîte, Renata aux universités. J'ai ouvert la mienne d'abord. Je m'attendais à trouver mes bulletins de notes de primaire, mes dessins d'enfants, et ils étaient là. Mais au fond,
sous un cahier de maths de collège, il y avait une grosse enveloppe crème que je n'avais jamais vue. Le logo dans le coin supérieur gauche m'a coupé le souffle, Technologico de Monterrey. La date du cachet était d'avril 1998. J'avais 18 ans à ce moment-là. Mes mains tremblaient tellement que j'ai presque déchiré l'enveloppe. Le papier a craqué, sec, après toutes ces années. J'ai sorti la lettre. Chère demoiselle Elisa Robles. Nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été acceptée dans le programme d'ingénierie chimique pour le semestre d'automne 1998. Vu votre performance académique exceptionnelle et le résultat de votre examen d'admission, nous avons le plaisir de vous accorder la bourse d'excellence académique et de leadership, qui couvre 100% des frais de scolarité ainsi que les frais de logement et de subsistance pendant les 4 ans et demi de la formation. Je me suis laissé tomber par terre, sur ce sol poussiéreux. L'air était lourd, difficile à respirer. Je me suis souvenu de cet été 1998. J'avais postulé au TEC en secret, en rêvant d'être ingénieur. Je voulais construire des choses, comprendre comment le monde fonctionnait. J'attendais la lettre tous les jours. Je courais à la boîte aux lettres avant tout le monde. Elle n'était jamais arrivée. Un jour, ma mère était entrée dans ma chambre avec un air de pitié. Ma fille, le directeur des admissions a appelé. Il a dit que tu n'as pas été acceptée, que tu n'as pas le profil. Je suis désolé. J'avais pleuré pendant des semaines. Je m'étais sentie idiote, insuffisante. Ne t'inquiète pas, m'avait-elle dit en caressant mes cheveux avec cette fausse douceur. L'UNAM est très bien, et la comptabilité c'est plus sensé pour une femme, plus sûr. On laisse l'ingénierie au génie. Toi, tu es faite pour gérer, pour servir. On m'avait accepté avec une bourse complète, et ma mère me l'avait cachée. Elle avait intercepté la lettre. Pourquoi? J'ai ouvert la boîte de Renata, Renata Université. Renata a 3 ans de plus que moi. En 1998, elle avait raté 2 fois l'entrée à la fac publique. Elle passait ses journées à regarder la télé et à sortir faire la fête. Dans sa boîte, j'ai trouvé une chemise cartonnée. À l'intérieur, il y avait des copies de documents. J'ai vu mon certificat de lycée, mes notes parfaites, mais le nom, Elisa Robles, avait été grossièrement effacé au blanco, et par-dessus, à la machine à écrire, il y avait « Renata Robles ». J'ai vu une lettre d'admission à l'université Anahuac, une fac privée très chère. La lettre mentionnait un transfert de crédit et une aide financière spéciale basée sur des « mérites antérieurs ». Ensuite, j'ai vu les relevés bancaires de mon père de cette époque. Des retraits massifs, des chèques à l'ordre de l'Anahuac, et une lettre écrite à la main par ma mère au recteur, suppliant une opportunité pour Renata, en joignant des preuves de sa capacité académique, qui étaient mes notes à moi, trafiquées. Tout s'est assemblé dans ma tête comme un puzzle macabre. Ma mère ne m'avait pas seulement caché la bourse, elle avait saboté mon futur pour que je n'éclipse pas Renata. Si j'étais partie au TEC, boursière, brillante, de quoi aurait l'air Renata, la fille dorée, la fainéante? Comment aurait-il justifié son échec face à mon succès? Ma mère ne pouvait pas supporter que la fille, moche, soit la réussie. Alors, elle m'a coupé les ailes. Elle m'a envoyé étudier quelque chose que je ne voulais pas, dans un endroit que je n'avais pas choisi, pour me garder petite, contrôlable, près d'eux, pour être l'administratrice de leur vieillesse. Et elle a utilisé mes résultats falsifiés pour essayer de pousser Renata. Renata, qui de toute façon a abandonné, design de mode, au bout de 2 ans parce que, c'était trop fatigant de se lever tôt, et que, les profs étaient jaloux d'elle. Ils m'ont volé ma vie, mon rêve, ma jeunesse, en me faisant croire que je n'étais pas assez bonne. J'ai pleuré. Des larmes chaudes et furieuses qui nettoyaient la poussière sur mes joues. Mais je me suis rappelé l'enregistrement du matin. Il s'est mêlé de mes affaires. Ça, c'était le passé. Le vol de la bourse, c'était un crime moral, oui, mais David, c'était le présent. David, c'était du sang. J'ai essuyé mes larmes avec le dos de la main. J'ai rangé la lettre du TEC et les documents falsifiés dans mon sac à dos. Je devais trouver quelque chose sur David. Je suis descendu au bureau de mon père, au rez-de-chaussée. Il gardait tout dans un vieux classeur en métal vert olive. J'ai cherché à la lettre D, David. Rien. J'ai cherché à la lettre S, Seguros, assurance. J'ai trouvé une chemise bleue, police familiale. J'ai commencé à feuilleter. Assurance habitation, assurance santé, assurance de la voiture de Renata,
que mes parents payaient, bien sûr. Et à la fin, un document qui n'avait pas l'air à sa place. Ce n'était pas une police originale avec filigrane, c'était une photocopie mal faite. La AXA Seguros SA de CV, police d'assurance vie individuelle. Assuré, David Martinez, mon mari. Capital assuré, 10 millions de dollars. Je suis resté glacé. Je savais que David avait une assurance. On l'avait contracté quand Matteo est né, mais c'était pour 2 millions, pour couvrir nos besoins et l'éducation en cas de problème. 10 millions? D'où venait ce chiffre? J'ai regardé la date. C'était une modification de la police originale, datée à peine un mois avant sa mort. Une augmentation du capital assuré, avec des primes beaucoup plus élevées qui avaient soi-disant été payées en espèces. J'ai baissé les yeux vers la rubrique la plus importante, bénéficiaire. Je m'attendais à voir mon nom, Elisa Robles, 100%, ou Matteo Martinez, 100%. Mais non. En lettres parfaitement lisibles. Le bénéficiaire principal, Renata Robles, belle-sœur, 100%. La chemise m'est tombée des mains. Renata? Pourquoi David laisserait-il 10 millions à ma sœur? Il se détestait. David disait toujours que Renata était une vipère et une parasite. J'ai ramassé le papier. J'ai regardé la signature au bas de la demande de modification, David Martinez. Mais ce n'était pas sa signature. Je connaissais la signature de mon mari mieux que la mienne. David avait une particularité, le D majuscule était toujours penché vers la gauche, presque en train de tomber en arrière, et le dernier trait de sa signature avait une boucle très longue en dessous, comme un lacet. Ici, le D penchait vers la droite, et ce trait final était court et sec. C'était un faux, et même pas un bon faux. C'était l'écriture de Renata. Je la reconnaissais pour l'avoir vue sur ses cartes d'anniversaire passive-agressive. Renata avait falsifié la signature de mon mari. Elle avait changé le bénéficiaire. Elle avait augmenté le capital assuré, en payant la prime elle-même, sûrement avec de l'argent volé à mes parents. Et ensuite, David était mort. 2 jours après que ce changement avait été enregistré, d'après le tampon de l'assureur dans le coin. 2 jours. 10 millions de dollars. Tout d'un coup, tout faisait sens. La chance de Renata, 3 ans plus tôt, la voiture neuve, les vêtements de créateur, les voyages en Europe. Elle disait qu'elle avait fait un super investissement avec un prêt d'un ami ou qu'elle avait gagné à la loterie. Mes parents n'avaient jamais posé de questions. Moi, j'étais trop déprimé pour enquêter. Non. Elle avait encaissé la vie de mon mari. Et mes parents. J'ai regardé le classeur de mon père. Cette copie était ici, chez lui, dans ses archives privées. Mon père savait que Renata avait encaissé cet argent. Il avait la copie de la police frauduleuse. Il savait. Je me suis levé. J'avais envie de vomir. La maison de mon enfance me semblait soudain comme une scène de crime. Les murs semblaient suinter du sang. Ils ne m'avaient pas seulement volé mon futur, ils avaient assassiné mon mari, la seule personne qui m'avait aimé vraiment, et ils l'avaient fait pour de l'argent, pour des foutus billets. J'ai pris la chemise, j'ai tout pris. Je suis sorti de la maison sans me retourner. Ce n'était plus ma maison. C'était la tanière des monstres qui m'avait élevé. Je suis monté dans ma voiture et j'ai composé un numéro. Pas celui de la police. Pas encore. J'avais besoin de confirmer une chose de plus. J'avais besoin de larmes. J'ai appelé mon oncle Lorenzo, le frère de mon père, le mécanicien, le seul homme honnête de la famille Robles, et donc la brebis noire qu'on n'invitait jamais aux fêtes. Tonton, ai-je dit quand il a répondu, ma voix tremblante. C'est Elisa. J'ai besoin de te voir. C'est à propos de la voiture de David. Un long silence de l'autre côté. Il était temps, ma fille, a dit Lorenzo, et sa voix semblait pleine d'une tristesse infinie. Viens à l'atelier. Je t'attends depuis 3 ans. L'atelier de mon oncle était à Iztapalapa, un quartier dur et travailleur, loin de la bulle prétentieuse de ma famille. Ça sentait l'huile brûlée, le métal froid et l'honnêteté. Lorenzo m'attendait à l'entrée, en s'essuyant les mains noires de graisse avec un chiffon rouge. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, les cheveux complètement blancs, les épaules courbées sous un poids invisible. Je suis sorti de la voiture, la chemise bleue serrée contre ma poitrine, comme un bouclier. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur l'asphalte. Bonjour, tonton, ai-je dit.
Lorenzo n'a pas souri. Il m'a regardé dans les yeux, avec une profondeur qui m'a donné envie de pleurer. Ses yeux étaient les mêmes que ceux de mon père, mais sans la lâcheté. Entre, Elisa. On va au bureau. C'est plus calme là-bas. Son bureau était un petit cube de verre sale, au milieu de l'atelier, rempli de vieux calendriers de magasins de pièces détachées et de tasses de café à moitié pleines. Le bruit des outils pneumatiques dehors était assourdissant, mais à l'intérieur, il y avait un calme étrange. Je me suis assise sur une chaise en plastique blanche. « Tonton » ai-je commencé sans détour, en posant la chemise sur le bureau encombré, j'ai trouvé ça dans la maison de mes parents. Renata a encaissé 10 millions de dollars pour la mort de David, avec une signature fausse. Lorenzo a regardé le papier, mais il n'avait pas l'air surpris. Il a hoché la tête lentement, comme si je lui annonçais la météo. Je le savais, a-t-il murmuré. Ou du moins, je m'en doutais. Renata a toujours été ambitieuse et mauvaise. Et ton père a toujours été aveugle. Mais ce n'est pas tout, ai-je continué, sentant la bile monter dans ma gorge. Renata a crié sur mon fils hier. Elle a dit que David l'avait cherché, pour s'être mêlé de ses affaires. Tonton, l'accident. Le rapport de l'assureur disait panne mécanique. Problème de frein. Défaut de fabrication. Lorenzo a poussé un gros soupir. Un son rugueux, douloureux, qui semblait venir du fond de ses poumons. Il s'est levé et a marché jusqu'à un vieux classeur rouillé dans le coin, sous un vieux poster de course. Elisa, je suis allé à la fourrière de la police voir la Jetta de David, 2 jours après l'accident. Ton père m'a demandé d'y aller pour récupérer ses affaires personnelles avant qu'il n'envoie la voiture à la casse, la montre, le portefeuille, les photos de Matteo. Il a sorti une enveloppe manie sale, tachée d'huile, et l'a posée devant moi. J'ai inspecté la voiture, Elisa. Je suis mécano depuis 40 ans. Je connais les voitures mieux que les gens. Et je connaissais David. Il prenait soin de cette Jetta comme d'un bébé. Il faisait toujours l'entretien ici, avec moi. Les freins étaient neufs. Il a ouvert l'enveloppe. Il en a sorti des photos imprimées sur du papier photo bas de gamme, des clichés du système de freinage de la voiture détruite, pris au flash dans la fourrière. Regarde ici, a-t-il montré du doigt une ligne métallique cassée. Le rapport officiel dit que la conduite de frein s'est rompue par corrosion et fatigue du métal. Ils ont dit que c'était la malchance. J'ai forcé mes yeux à regarder ce que je ne voulais pas voir. C'est faux, a dit Lorenzo, la voix dure. Regarde les bords de la rupture. Ils sont brillants, propres. La corrosion, c'est de la rouille, c'est marron, rugueux, ça s'effrite. Ça, c'est une coupe. J'ai senti le monde tourner. Je me suis agrippé au bord du bureau. Une coupe? Quelqu'un a utilisé une pince, mais ils n'ont pas coupé tout d'un coup. Ils ont juste entamé, assez pour que ça tienne un peu, peut-être quelques kilomètres en ligne droite, mais que ça lâche dès qu'il appuie fort sur le frein. Comme dans une descente. Comme dans le virage de la Pera, sur l'autoroute de Cuernavaca. C'était une bombe à retardement. Je me suis couverte la bouche pour étouffer un sanglot. J'ai imaginé David appuyant sur la pédale de frein, la sentant s'enfoncer jusqu'au plancher, voyant le mur de béton se rapprocher. Et regarde ça, il a montré une autre photo, un gros plan d'un tuyau en caoutchouc. Tu vois cette décoloration blanche autour de la coupe? C'est de l'acide. De l'acide muriatique ou d'acide de batterie. Ils l'ont mis pour affaiblir le métal et pour masquer la coupe, pour que ça ressemble à une corrosion rapide aux yeux de quelqu'un qui ne s'y connaît pas. C'est un vieux truc, un truc de gens qui savent ce qu'ils font. De criminels. Qui, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Renata ne sait pas tenir un tournevis, a dit Lorenzo avec mépris. Mais son copain de l'époque, tu te souviens de Beto? J'ai hoché la tête. Beto, un type louche que Renata avait amené à quelques réunions de famille, il y a 3 ans, toujours en blouson de cuir, toujours avec un regard mauvais, toujours en train de chuchoter avec Renata dans les coins. Renata disait qu'il était investisseur immobilier, mais tout le monde savait qu'il trafiquait. Beto a travaillé dans un atelier mécanique dans la Doctor avant de se lancer dans les affaires, a dit Lorenzo. Il sait faire ça. Il a les outils. Tonton, les larmes coulaient déjà librement sur mon visage, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu m'as laissé croire que c'était un accident? Pourquoi t'as laissé Matteo croire que son père avait juste pas de chance?
Lorenzo a baissé la tête. J'ai vu une larme tracer une ligne propre dans la graisse sur sa joue. Parce que je suis un lâche, Elisa. Je suis allé voir ton père. Je suis allé voir Arturo le jour même où j'ai vu la voiture. Je lui ai apporté ses photos. Je suis allé chez lui. Je lui ai dit, Arturo, on a tué le garçon. C'était provoqué. C'est Renata et ce voyou. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et il est devenu tout pâle, il s'est mis à trembler, il a pleuré comme un enfant. Il m'a dit, Lorenzo, s'il te plaît, ne dis rien. Si ça sort, Renata va aller en prison pour meurtre. Ophélia en mourra de chagrin. La famille sera détruite pour toujours. On a déjà perdu David. Ne me fais pas perdre ma fille aussi. Il a frappé le bureau avec le poing. La famille était déjà détruite. Ils avaient tué mon mari. Ils avaient tué le père de mon fils. Je sais, dit Lorenzo, la voix brisée. Ton père m'a supplié. Il m'a dit que tu souffrais déjà trop, que tu étais sous médicaments, et que si tu apprenais que ta sœur l'avait fait, ça te détruirait, et peut-être que tu te suiciderais. Il m'a manipulé. Il m'a dit de laisser ça comme un accident pour que tu puisses avoir la paix. Et moi? Je me suis laissé convaincre. Je pensais protéger ce qui restait de la famille. Je pensais te protéger de la vérité. Il m'a regardé droit dans les yeux, implorant pardon. Mais quand j'ai entendu ce qui s'est passé à la fête, ce qu'ils ont fait à Matteo, comment ils l'ont traité, j'ai compris que j'avais fait une erreur. Je n'ai pas protégé la famille, Elisa. J'ai protégé les monstres. J'ai vécu avec cet enfer 3 ans. Il a pris un stylo et une feuille à en tête de l'atelier. Je vais témoigner, Elisa. Je vais aller avec toi au parquet. Je vais signer ce qu'il faut. Je vais dire tout ce que j'ai vu sur cette voiture et tout ce que ton père m'a dit de taire. Je préfère aller en prison pour complicité que de continuer à me taire. Je me suis levé et je l'ai serré dans mes bras. Il sentait la sueur et le travail honnête. Nous avons pleuré ensemble dans ce petit bureau sale, entouré de pièces détachées. Merci, tonton, lui ai-je dit. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. J'avais la lettre du TEC, le motif de mon isolement et de mon ressentiment. J'avais la police d'assurance truquée, le mobile financier du meurtre. J'avais les photos des freins et le témoignage de Lorenzo, l'arme et l'auteur matériel. Et j'avais l'enregistrement de Renata avouant sa haine, la confession. Je suis retourné à ma voiture. Je ne sentais plus la douleur, ni la tristesse. Je ne sentais qu'une détermination froide et mortelle, une nécessité de les voir tomber. J'ai sorti mon téléphone, j'ai débloqué ma mère sur WhatsApp. J'ai écrit un message. Il devait être parfait. Maman, papa, Renata, vous avez raison. Je me suis comporté comme une folle. Je suis allé à la banque aujourd'hui. C'était une erreur du système. J'ai déjà demandé le déblocage. Tout devrait être réglé sous 24 heures. S'il vous plaît, venez dîner à la maison demain soir. J'ai fait du molle, celui que papa aime. Je veux vous demander pardon et vous faire un cadeau pour m'excuser. Venez avec Camilla. Seulement nous, en famille. La réponse est arrivée en 1 minute. Ils étaient désespérés. Ophélia. Va, ma fille. Dieu merci, tu es revenue à la raison. On savait que ta crise passerait. On sera là. Ton cadeau a intérêt à être bien. Renata est très vexée. J'ai souri. Un sourire qui aurait fait peur à un psychologue. Oh oui, maman. Le cadeau sera inoubliable. Ce sera le dernier que vous recevrez de moi. J'ai démarré la voiture. J'allais préparer le dernier souper. Le mardi soir, mon appartement à la Roma sentait le molle poblano, le sésame grillé et le chocolat chaud. J'ai mis la table avec ma plus belle vaisselle, celle que David et moi avions achetée pour notre premier anniversaire, et qu'on n'utilisait presque jamais par peur de la casser. J'ai allumé des bougies, mis une musique douce en fond, des boléros que mon père aimait. Tout devait avoir l'air parfait, chaleureux. Un piège de miel pour les mouches. À 20h pile, ils sont arrivés. Renata est entrée la première, comme si l'appartement lui appartenait, avec Camilla derrière elle, collée à son téléphone. Renata tenait une bouteille de vin bon marché du coin. « Tiens », m'a-t-elle dit en me fourrant la bouteille dans les mains sans me regarder dans les yeux. « Pour fêter que tu n'es plus folle.
Ton molle a intérêt à être bon. Ophélia est entrée après, en inspectant mon appartement avec son œil critique habituel, cherchant la poussière où il n'y en avait pas. Tu devrais changer ces rideaux, Elisa. Ils ont l'air vieux. Et ce tableau est de travers. Enfin, Arturo est entré, traînant des pieds, sans me regarder. Il avait l'air plus petit, plus ratatiné que jamais. Peut-être que la culpabilité pesait, ou peut-être qu'il avait juste peur d'avoir vraiment perdu l'argent. Asseyez-vous, je vous en prie, ai-je dit avec ma voix la plus polie d'hôtesse. Matteo est dans sa chambre, il ne se sent pas bien, donc ce sera juste nous. Mensonge. Matteo était dans sa chambre, oui, mais il était prêt. Il avait des instructions précises et il était en contact par message avec Patricia. J'ai servi le dîner. On a mangé du molle avec du riz rouge et des tortillas faites à la main. Renata parlait sans arrêt de combien c'était, traumatisant, d'avoir les cartes bloquées pendant une journée entière. C'était horrible, Elisa. J'ai dû emprunter à une amie pour l'essence. Quelle honte. Le voiturier m'a regardé de travers. J'espère que tu vas nous dédommager pour le dommage moral. J'ai besoin d'aller au spa pour me remettre de tout ce stress. Bien sûr, Renata, ai-je dit en lui servant plus de vin. Tout va s'arranger ce soir, je te le promets. Ophélia mangeait de bon cœur. Le molle est bon, ma fille. Un peu trop sucré à mon goût, mais acceptable. David le faisait mieux, il faut le dire. Même morte, la mémoire de David servait à m'écraser. J'ai serré les dents sous la table. Je les ai laissés manger. Je les ai laissés se sentir en sécurité. Je les ai laissés s'emplir de leur arrogance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour rien d'autre. J'avais besoin qu'ils soient à l'aise. J'avais besoin qu'ils baissent complètement leur garde. J'avais besoin de voir leur visage plein de satisfaction avant de les briser. Quand ils ont fini, j'ai débarrassé les assiettes. L'ambiance était détendue, lourde de la torpeur du bon repas et de l'alcool. Bon, a dit Renata en se calant au fond de sa chaise et en caressant son ventre, avec une tache de molle au coin de la bouche. Et le dessert? Et le fameux cadeau de pardon? J'espère que c'est un chèque. Je dois payer ma carte de crédit demain. Quelque chose comme ça, ai-je dit en m'essuyant les mains. C'est mieux qu'un chèque. C'est la vérité. Je suis allé vers la télé 65 pouces du salon, en face de la table. J'ai pris la télécommande. Avant le dessert, j'ai préparé une petite présentation. Je voulais qu'on se rappelle de vieux moments, des secrets de famille. Camilla a soufflé sans lever les yeux de son TikTok. Oh, tata, quelle flemme. Des photos de bébé? Sérieux? Non, Camilla. Quelque chose de bien plus intéressant. Quelque chose que tu devrais voir. J'ai éteint les lumières du salon, ne laissant que la lumière des bougies et la lueur bleue de l'écran. J'ai allumé la télé, connecté mon ordinateur. Diapositive 1. La lettre du Technologico de Monterrey de 1998 est apparue en énorme HD, avec mon nom, Elisa Robles, surligné en jaune. À côté, la fausse lettre de refus que ma mère m'avait donnée il y a 25 ans, et en dessous, le relevé de compte de mon père, payant El Anahuac de Renata. Le silence dans la pièce a été instantané. On entendait le frigo. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé Ophélia. Sa voix tremblait. Elle a reposé son verre sur la table. « C'est ma lettre d'acceptation, maman », ai-je répondu doucement, en marchant autour de la table comme un requin autour d'un radeau. « Celle que tu as cachée au grenier. La bourse à 100% que tu m'as volée pour la donner à Renata, pour qu'elle puisse jouer à l'universitaire à El Anahuac avec MES notes falsifiées. » Renata est devenue pâle. « C'est pas vrai. Je suis entré par mes mérites. J'ai étudié, moi. » « Tais-toi, Renata, ai-je dit. Tes mérites sont inexistants. Tu n'as jamais réussi à un examen de maths de ta vie. Clic. Diapo 2. La police d'assurance de David, en gros plan, la copie frauduleuse avec le montant de 10 millions. À côté, un zoom sur la signature fausse, comparée à la vraie signature de David sur notre acte de mariage. Le dé penché à droite, la dernière lettre courte. La falsification sautait aux yeux sur l'écran géant. « Vous reconnaissez ça ?» ai-je demandé. Ophélia a laissé tomber son verre de vin. Le liquide rouge s'est étalé sur la nappe blanche comme une tache de sang qui s'élargissait doucement. « Elisa. » a murmuré mon père,
en se couvrant le visage de ses mains. Ma fille, non, tu. À toi, tais-toi, lui ai-je crié pour la première fois, perdant un peu mon calme. Tu savais. Tu avais cette copie dans ton classeur. Tu savais qu'elle avait encaissé l'argent de la mort de ton gendre. Je me suis tourné vers Renata. Elle était figée, la bouche ouverte, regardant l'écran comme si elle voyait un fantôme. Tu as falsifié sa signature, Renata. Tu as changé le bénéficiaire 2 jours avant sa mort. Tu as encaissé 10 millions de dollars. L'argent avec lequel tu as payé ta voiture, tes voyages, et cette stupide fête à 300 000 dollars où tu as humilié mon fils. Renata s'est levée, renversant sa chaise. Ça ne prouve rien. David voulait me laisser cet argent. Il voulait m'aider. Il savait que j'en avais plus besoin que toi. T'aider? David te méprisait. Il savait que tu volais. Clic. Diapositive 3. Les photos des freins coupés. Le rapport technique de mon oncle Lorenzo, avec sa signature et son cachet de mécanicien agréé. Les mots, coupe intentionnelle à la cisaille et à l'acide, en rouge, sur fond noir. La pièce s'est remplie d'une horreur presque palpable. Camilla a enfin posé son téléphone, regardant l'écran, confuse et effrayée, comprenant pour la première fois que sa vie de luxe était bâtie sur du sang. Tonton Lorenzo a examiné la voiture, papa, ai-je dit à Arturo. Et toi, tu le savais. Il t'en a parlé il y a 3 ans. Il t'a dit que David avait été assassiné, et tu l'as supplié de se taire pour protéger cette assassine, ai-je dit en montrant Renata. Tu mens, a crié Renata, acculée. Ses yeux cherchaient une sortie. C'est faux. Lorenzo est un ivrogne. Personne ne le croira. C'est sa parole contre la mienne. Lui, peut-être pas, ai-je répondu. Mais toi, oui, on va te croire. Parce que tu me l'as dit. Matteo, maintenant. La porte de la chambre de Matteo s'est ouverte. Mon fils est sorti avec son téléphone, connecté à une enceinte Bluetooth puissante cachée sous la table. Il a appuyé sur « Lecture ». Le volume était au maximum. La voix de Renata, inconfondable, aiguë et pleine de haine, a rempli l'appartement, rebondissant sur les murs et dans nos os. J'aurais préféré que ce soit toi qui meures dans cet accident à la place de David. De toute façon, il l'a cherché, pour s'être mêlé de MES affaires. L'audio s'est arrêté. L'écho de ces mots flottait dans l'air. Renata regardait autour d'elle comme un animal pris au piège. Tu l'as tué, ai-je dit. Je ne criais plus. Ma voix était une sentence de juge. David a découvert que tu volais l'argent des comptes de papa. Ou que tu avais des dettes auprès de gens dangereux, je ne sais pas. Mais il t'a découverte, et tu l'as menacée. Et ensuite, toi et Beto avez coupé ses freins à la peura. C'est pas vrai, hurla Renata, mais c'était le cri de quelqu'un qui sait qu'il est perdu. Elle s'est tournée vers Ophélia. Maman, dis quelque chose. Elle est folle, dis-lui que c'est faux. Ophélia se tenait la poitrine, haletante, son visage devenant gris. Elle ne disait rien. C'est fini, Renata, ai-je dit. La fête est vraiment finie. À ce moment-là, Renata a perdu la raison. Elle s'est jetée sur moi, les mains en griffes, visant mon cou, en hurlant des obscénités. Salope. Je vais te tuer. Je vais te tuer comme lui. Je me suis écarté. Elle a heurté le mur. Et la porte de mon appartement s'est ouverte en grand. Je ne l'avais pas fermée à clé, exprès. Si tu es encore là, s'il te plaît, aide-moi en mettant un like à la vidéo et en commentant le numéro 1 en bas. Comme ça, je saurai que tu m'as soutenu et que tu m'accompagnes sur ce chemin. Ton soutien m'encourage énormément. Commente le numéro 1 et écoute-moi pendant que je continue mon histoire. 2 uniformes bleus ont rempli l'entrée. La police de la ville de Mexico. Personne ne bouge. Derrière eux, Patricia est entrée, mon amie journaliste, le téléphone à la main, en train de filmer en direct. On a tout enregistré, dit-elle. L'agression et la confession de meurtre. Renata est restée collée contre le mur. Elle a regardé les policiers, puis Patricia, puis Camilla, qui pleurait dans un coin, puis moi. Et pour la première fois de sa vie, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. Pas la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre sa liberté. Madame Renata Robles, a dit l'agent en sortant les menottes.
Vous êtes arrêté pour homicide présumé sur la personne de David Martinez et pour fraude. Le clic des menottes se refermant sur les poignets de ma sœur a été, sans aucun doute, le plus beau son de ma vie. Plus beau que le tintement du cristal, plus beau que n'importe quelle musique. C'était le son de la justice. Le chaos qui a suivi était digne d'un film. Renata s'est mise à hurler pendant que les policiers la traînaient vers la porte. Ce n'étaient pas des cris d'innocence, mais des insultes viscérales. « Tu vas me le payer, Elisa. Tu es une traîtresse. Tu as détruit la famille. Maman, ne les laisse pas m'emmener. Fais quelque chose. » Camilla a couru vers sa mère, en pleurant hystériquement, en trébuchant. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Lâchez-la. » Ma mère n'a rien fait. Un des policiers l'a arrêté doucement. « Mademoiselle, reculez, s'il vous plaît. C'est une affaire de police. » Ophélia a essayé de se lever pour intervenir, pour faire jouer une influence imaginaire, pour hurler aux policiers comme elle hurlait aux employés de maison quand quelque chose ne lui plaisait pas. « Lâchez ma fille. Vous ne savez pas qui je suis. Je suis Ophélia Robles, je vais appeler le gouverneur. Je vais. » Sa voix s'est coupée net. Ses yeux se sont agrandis avec une panique absolue. Son visage s'est tordu d'une façon étrange, comme si une main invisible tirait sa peau vers le bas. Le côté droit de sa bouche est tombé. Son bras droit est resté inerte. Elle a essayé de parler, mais il n'est sorti qu'un gargouillis. Elle s'est effondrée sur la table, entraînant la nappe tachée de vin, les bougies et les assiettes. Tout s'est écrasé par terre avec un bruit de vaisselle cassée. « Ophélia » a crié Arturo, sortant de sa torpeur, en se jetant à genoux près d'elle. « Mon amour, réponds-moi. » A appelé une ambulance, ai-je dit, sentant une pointe de pitié malgré tout. Patricia était déjà en train de composer le 911. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes après que Renata soit partie dans la voiture de police, menottée et hurlante. Diagnostic préliminaire, accident vasculaire cérébral massif. Un AVC. La pression de voir ça, fille en or, menottée et son empire de mensonges s'effondrer en direct avait été trop lourde pour son cerveau et son orgueil. Ils l'ont emmenée sur un brancard, avec un masque à oxygène. Arturo est parti avec elle, en pleurant. Un vieil homme brisé, qui n'a même pas eu le courage de me regarder en face avant de passer la porte. Il avait l'air petit, insignifiant, dépouillé de toute autorité. Camilla est restée seule dans mon salon, tremblante, en se prenant dans ses bras. Elle n'avait plus l'air de la princesse détestable de la fête de ses 15 ans. Elle avait l'air d'une ado de 15 ans dont la mère venait de confesser un meurtre et dont le monde avait explosé. « Mais qu'est-ce qui va se passer ?» m'a-t-elle demandé d'une voix cassée, en me regardant comme si j'étais le monstre. Je l'ai regardée. J'ai ressenti de la peine. Oui, ce n'était qu'une enfant, après tout. Mais je ne me suis pas senti obligé de la sauver. Ça, c'était l'ancienne Elisa, celle qui réparait tout. « Ton père vient te chercher », lui ai-je dit. J'avais appelé son père, l'ex-mari de Renata, avant le dîner. C'était un homme bien que Renata avait éloigné, à qui elle interdisait de voir sa fille. « Il va s'occuper de toi. Il t'aime. » Quand tout le monde est parti, mon appartement est resté silencieux. Il y avait du vin renversé par terre, de la vaisselle cassée, du molle sur le tapis. Mais l'endroit paraissait propre, purifié. Patricia a baissé son téléphone. J'ai l'histoire, Elisa. Demain, elle sera en première page. Elle la quinquennera de sang, fraude, jalousie et meurtre dans la haute société. Ça va faire un scandale. Fais-le, ai-je répondu. Que tout le monde sache qui ils sont. Qu'il ne reste aucun doute. Matteo est sorti de sa cachette derrière la table. Il était pâle, mais ses yeux étaient clairs. Il m'a serré dans ses bras. « C'est fini, maman ?» a-t-il demandé. « Oui, mon amour. C'est fini. » Les jours suivants ont été un tourbillon médiatique. L'article de Patricia a explosé. Il est devenu viral en quelques heures. Les gens n'en revenaient pas, la bourse volée, l'humiliation à la fête, le meurtre pour l'assurance. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient des milliers, presque tous de mon côté, condamnant ma famille. Le parquet a réagi vite, sous la pression de l'opinion publique. Avec l'enregistrement de Matteo, la déposition de Lorenzo devenu témoin clé, et les preuves documentaires que j'avais apportées, la police falsifiée, la trace de l'argent, ils ont mis en place un dossier blindé.
Ils ont retrouvé Beto. La police l'a arrêté pour un autre délit mineur 2 jours plus tard, et quand on lui a proposé un accord pour réduire sa peine, il a chanté comme un canari. Il a tout confirmé, Renata lui avait payé 50 000 $ pour couper les freins. Il a dit que c'était son idée à elle. Qu'elle voulait l'argent de l'assurance pour maintenir son niveau de vie et couvrir des dettes de jeu. Arturo, mon père, a été convoqué pour témoigner. Il n'a pas eu la force de mentir davantage. Il a confessé que Lorenzo lui avait montré les photos 3 ans plus tôt. Il a avoué qu'il avait décidé de se taire pour ne pas briser le cœur de sa femme et pour protéger le nom de famille. Il a été accusé de complicité et d'entrave à la justice. Moi, je suis allé une dernière fois à la banque. En tant que mandataire légal, j'ai liquidé les comptes. J'ai payé les dettes de carte de crédit, et il y en avait beaucoup, Renata avait presque tout dépensé. J'ai vendu la maison de Cuernavaca, en utilisant la procuration, avant que quelqu'un ne puisse la contester ou la geler à cause du procès. Tout était légal. Tout était à moi à gérer. Et j'ai administré la justice. Le procès de Renata a duré 3 mois, mais le verdict social, lui, a été immédiat. Au tribunal, Renata a essayé de jouer la victime. Elle a pleuré des larmes de crocodile. Elle a dit que Beto l'avait manipulée, qu'elle avait peur de lui. Elle a dit que j'étais jalouse, que tout était un complot. Mais les preuves étaient écrasantes. Le parquet a montré les mouvements bancaires où elle avait encaissé le chèque de l'assurance, et comment elle avait tout dépensé en moins de 2 ans, voitures, bijoux, voyages, sans montrer le moindre deuil pour David. Le jury n'a pas eu de pitié. Verdict, coupable de homicide qualifié, fraude et falsification de documents. Peine, 45 ans de prison, sans possibilité de remise de peine anticipée. Quand la sentence a été lue, Renata n'a pas pleuré. Elle a enlevé le masque. Elle m'a regardé avec une haine pure depuis le box des accusés et m'a crié. Je t'attendrai, Elisa. Je sortirai et je te tuerai. Mais tu auras 93 ans quand tu sortiras, Renata, ai-je pensé en la voyant être emmenée par les gardiens. Je ne crois pas que tu auras encore beaucoup d'énergie à ce moment-là. Mon père Arturo a reçu une peine de 5 ans avec sursis, à cause de son âge et de sa santé, et parce qu'il avait coopéré à la fin. Mais sa vraie punition a été la solitude totale. Ses amis du club lui ont tourné le dos. Ses voisins le regardaient avec dégoût. Il est devenu un paria. Il vit dans un petit appartement loué en périphérie, seul avec ses fantômes et sa culpabilité. Ophélia, ma mère, a eu un destin encore plus ironique. Elle a survécu à l'AVC, mais ne s'est jamais vraiment remise. Elle est restée hémiplégique, paralysée d'un côté, et a perdu la parole claire. Son esprit va et vient. Parfois, elle croit qu'elle est encore jeune et riche. Parfois, elle crie le nom de Renata. Elle est dans une maison de retraite privée, une bonne, propre, avec jardin. Je ne suis pas un monstre. J'utilise l'argent de la vente de sa maison et ce qui restait de ses comptes pour payer ses soins, très cher. Je suis allé la voir une fois, il y a un mois. Elle était assise sur son fauteuil roulant, regardant le jardin, une couverture sur les jambes. « Salut, maman », ai-je dit. Elle a tourné la tête lentement. Ses yeux étaient troubles. Elle m'a regardé longtemps, en essayant de me reconnaître. « Lou est ma fille », a-t-elle balbutié, avec la langue lourde, un peu de bave au coin de la bouche. « Lou est ma Renata. Elle devait venir. C'est elle la gentille. Elle ? Renata ne viendra pas, maman, ai-je dit doucement. Renata est là où elle mérite d'être. Elle paie ses dettes. Elle m'a montré du doigt avec sa main valide, qui tremblait. Toi, tu es la bonne. La domestique. Apporte-moi de l'eau. J'ai soif. J'ai souri tristement. Même avec le cerveau abîmé, elle ne pouvait pas arrêter de me mépriser. Le programme était trop profondément gravé. Non, Ophélia. Je ne suis plus ta domestique. Je suis celle qui signe tes chèques. Je suis la seule raison pour laquelle tu n'es pas dans un hospice public de l'État. Je lui ai laissé un verre d'eau sur la table et je suis parti. Je ne suis pas retourné la voir. Je paie les factures à temps. Je m'assure qu'on s'occupe bien d'elle. Mais je ne lui dois plus ma présence. Ça fait 1 an depuis la fête. Matteo et moi avons déménagé. On a quitté l'appartement de la Roma, plein de mauvais souvenirs, et on a acheté une petite maison à Coyoacán, mais belle,
avec un grand jardin pour que Mathéo joue avec notre nouveau chien. Un Golden Retriever qu'on a adopté, avec l'argent restant des comptes de mes parents, que j'avais légalement le droit d'utiliser pour des dépenses familiales. Et franchement, je l'ai considéré comme une indemnisation pour 45 ans d'abus. J'ai fait quelque chose d'important. J'ai créé la Fondation David et Mathéo. C'est une petite organisation. On donne des bourses complètes à de jeunes femmes de milieux modestes qui veulent étudier l'ingénierie ou la finance à l'université publique. On leur donne ce qu'on m'a volé à moi, une chance. On leur paie les frais de scolarité, les livres, et la subsistance. Aujourd'hui, on est le 2 novembre, dia de Muerto. Dans le salon, on a monté une grande offrande. Ça sent le copal, la fleur de Cempasúchil et le pain de Muerto tout juste sorti du four. Sur le niveau le plus haut, il y a une grande photo de David. Il est beau, souriant, avec ce regard doux qui me manque tant. On lui a mis son tequila préféré et une assiette de molle. Il y a aussi des photos de mes grands-parents, les parents de mon père, qui étaient de bonnes personnes et qui sont morts depuis longtemps. Il n'y a pas de photos d'Ophélia ni d'Arturo, même s'ils sont encore vivants. Pour nous, cette partie de la famille est morte. La sonnette retentit. Je vais ouvrir. C'est mon oncle Lorenzo. Il arrive avec sa femme et ses enfants. Ils apportent des tamales et de la tôle. Tonton, je le serre dans mes bras. Il a l'air plus jeune, plus léger. Maintenant qu'il ne porte plus le poids du secret, il a retrouvé le sourire. « Ah, comment va le gosse ?» demande-t-il. Derrière lui, Patricia arrive, mon amie journaliste, avec des bières et de la musique. Ma maison se remplit de rires. De gens qui nous aiment vraiment, pas par obligation, pas pour l'image, mais par amour. Mathéo est à table, en train de rire avec ses cousins en jouant aux cartes. Il porte une chemise normale, pas un costume serré. Il a l'air heureux, il a l'air libre. Je m'approche de l'offrande et j'allume une nouvelle bougie pour David. Bon, on a réussi, mon amour, je murmure. Bon, on a obtenu justice. Mathéo va bien, il est en sécurité. Et moi? Moi, je suis libre. Je ressens une paix que je n'avais jamais connue avant, la paix de savoir que j'ai brisé le cycle. Mon fils ne saura jamais ce que ça fait d'être le deuxième plat. Il ne saura jamais ce que c'est que de manger des restes dans la cuisine. Il ne saura jamais ce que c'est de mendier l'amour de ceux qui ne peuvent pas te le donner. Mathéo vient vers moi, me prend par la taille. Il est presque à ma hauteur maintenant. Maman, me dit-il. Tu crois que papa nous regarde? Oui, mon amour. Je suis sûr. Il sourit. Tu crois qu'on a bien fait? Je veux dire, de mettre Tata en prison, et de laisser les grands-parents. Je le tourne vers moi pour le regarder dans les yeux. Ses yeux qui sont les mêmes que ceux de son père. Mathéo, écoute-moi bien. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, ce n'est que de la biologie. La famille, c'est la loyauté, le soin, le respect. Eux, ils ont brisé ça bien avant qu'on fasse quoi que ce soit. Ce n'est pas nous qui avons détruit la famille. Nous, on s'est sauvés d'elle. On a fait ce qu'il fallait pour survivre. Il hoche la tête en comprenant. Je t'aime, maman. Et moi aussi, mon trésor. Tu es mon invité d'honneur. Toujours, à toutes les tables de ma vie. On a mangé des tamales et du chocolat. Personne n'a mangé dans la cuisine. Personne n'a mangé de reste. Tout le monde a mangé à la même table, en partageant le pain et la vie. Parfois, il faut brûler la forêt pourrie pour que des fleurs nouvelles puissent pousser. Moi, j'ai brûlé mon arbre généalogique jusqu'aux racines. Et ce qui a poussé des cendres, c'est cette vie. Une vie imparfaite, avec des cicatrices, mais une vie à moi, une vraie vie. Et ça a valu chaque foutu dollar.